Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette tranche que Télé7 vous propose en rapport avec l'accord cadre que le secrétaire général des Nations Unies propose sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une solution globale et une solution totale et globale serait trouvée à travers cet accord élaboré par le secrétaire général des Nations Unies, et les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, tout comme l'Afrique du Sud, sont parties prenantes à cet accord. Pour en parler, je fais venir des éminentes personnalités afin de scruter et de cerner les méandres de cet accord dont la mouture en circulation à Kinshasa fait frémir certains dans l'opinion congolaise. Je fais donc venir deux professeurs d'université. Le professeur Philippe Biyoya, qui est spécialiste en géostratégie et en relations internationales. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et puis le professeur Kalele. Professeur Kalele, bonsoir. Bonsoir. Le professeur Kalele, lui, est sociologue et acteur politique bien connu sur la place de Kinshasa. Je commence avec vous, professeur Kalele. Vous avez lu la copie qui est en circulation ici à Kinshasa et vous avez même accordé une interview au quotidien Le Potentiel. Et visiblement, vous êtes plutôt dans l'émoi. Non, je suis très critique et je dirais même sceptique. D'abord, il y a des observations importantes que je fais. C'est exactement à partir de mes archives le 15e accord de paix. On parle de l'accord de paix, c'est le 15e. Avec les mêmes acteurs principaux. Donc, je me dis, ce 15e accord de paix, auquel il faut ajouter plusieurs résolutions des Nations Unies sur le même sujet, le retour de la paix au Congo. Quelles sont ses particularités? Je trouve que les thèmes sont exactement les mêmes. Deuxièmement, le comportement des acteurs en place. Quand je prends l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo et les autres témoins, ce sont les mêmes qui ont signé d'autres accords, qui ont accepté de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo, qui se sont engagés à plusieurs reprises de faire venir la paix. Mais sur le terrain, on a remarqué que c'est les mêmes qui lançaient les hostilités, qui créaient les groupes de ce qu'on appelle les forces négatives, qui les instrumentalisaient, qui les appuyaient même avec des troupes régulières. Dans l'accord, dans les exigences à l'endroit de la République démocratique du Congo, il y en a 6. Ce sont des exigences pratiquement classiques. Quand il est dit, par exemple, que il faut que le Congo cesse d'abriter des groupes négatifs qui insécurisent les pays voisins, ça fait sourire. Ces groupes négatifs, c'est les FDLR, ADF Nalu, etc. Ils sont rwandais, ougandais. Rwandais, ougandais. Mais moi, je trouve que ces groupes insécurisent plutôt le Congo que le Rwanda et l'Ouganda. Je n'ai jamais appris qu'ils sont allés incendier, tuer dans leurs pays respectifs. Je constate également que le Rwanda, l'Ouganda, comme la République démocratique du Congo, en 2004, à la réunion de la commission de l'Union africaine à Libreville, comme à Abuja, comme à Gaborone, cette exigence était formulée. Mais aucun de ces pays n'a voulu démanteler ces groupes. Parce que ce sont des fournisseurs de matières premières. Et au Rwanda, l'Ouganda, certains officiels civils et militaires congolais et à des puissances
occidentales. Les multinationales. Alors, qu'on accorde la sont... parole au prof Bioya par rapport à l'introduction et on va revenir pour égrener les 6 exigences faites à la République démocratique du Congo. Professeur, les mêmes acteurs qui se retrouvent, 15e accord vient de révéler le professeur Kalele. Comment cette fois-ci on peut estimer que c'est le bon parce qu'on a pris les mêmes et on va recommencer? Non, je pense que ce qui est positif ou optimiste dans ce que l'on projette de faire, c'est d'abord le contexte. Nous sommes dans un nouveau contexte. Je pense que la énième rébellion de l'Est, notamment la rébellion M23, instrumentalisée par le Rwanda et l'Ouganda, a créé un nouvel état d'esprit dans la communauté internationale parce que l'aventure militaire qui a fait chuter la ville de Goma est apparue en fait à l'opinion internationale comme une guerre de trop. Et ça provoquait un ras-le-bol. Et je crois que c'est ce qui est positif d'abord. C'est qu'on n'est plus dans le même état d'esprit. La communauté internationale aujourd'hui envisage hautement le problème. Par le passé, c'est vrai que l'instabilité était de la responsabilité, principalement, me semble-t-il, dans le cadre des Nations Unies, de la RDC qui était un pays faible, un pays qui aspirait en fait les ingérences étrangères parce que c'est un pays qui avait à son sein des présences militaires étrangères. Mais aujourd'hui, je crois, la problématique est inversée. La question est posée de façon globale. Et je crois, au jour d'aujourd'hui, on identifie des auteurs intellectuels de l'instabilité qui ne seraient pas les groupes armés, mais qui sont en fait des chefs d'État qui instrumentalisent. Et je crois, si hier c'était peut-être le Congo ou le chef d'État congolais qui passait pour le problème que les autres indexaient, aujourd'hui, on se demande si Kagame, si Museveni ont en fait des capacités de gérer le contexte géopolitique et stratégique tel qu'on devrait en fait s'y attendre. Ça, c'est une première chose. De deux, il y a les niveaux de responsabilité dans l'intervention, dans la prise en charge du contexte. Les secrétaires généraux des Nations Unies ne sont jamais impliqués comme tels, à part si on regarde la phase du dialogue entre Congolais, où en fait le secrétaire général Kofi Annan a désigné en fait son envoyé spécial, Moustapha Niasse. Et c'est grâce à cette implication personnelle du secrétaire général que en fait, les Congolais ont eu quand même une voix d'ici. Mais professeur, sans vous couper, il y a eu également Obasanjo et non, Obasanjo est venu dans d'autres processus. Quand on vient du dialogue, la conférence de Goma, a été convoquée par qui? Elle est convoquée en fait à l'initiative interne. Et tout de suite, comme à l'interne, on a estimé qu'il fallait que ce soit une pression nationale parce que n'oubliez pas que la conférence de Goma était d'abord l'affaire des gens du Kivu. Et que les Congolais ont estimé que si on laissait au Kivu, le Kivu partait. Et à partir du moment où on en a fait un problème national, et comme ça intéressait aussi en fait le contexte régional, la communauté internationale s'est invitée. Mais je crois que la présence d'Obasanjo comme de Mukapa se fait sentir lorsque les États-Unis ont laissé presque de côté le processus onusien de la MONUC, de la MONUSCO, qui était venu en fait pour gérer le contexte de guerre jusqu'à la poste du dialogue, et ainsi de suite, pour mettre en place un autre processus, parce que le processus de Nairobi, des négociations, un plus, je ne sais pas quoi, ça c'était en fait une autre démarche et qui a donné lieu à l'occasion, par exemple, de confrontations armées entre le PARDC et le groupe insurgé à des arrangements. Mais aujourd'hui, on recherche une solution globale. Aujourd'hui, l'on agit pour mettre fin. Jamais il n'a été question de mettre fin. Avant, on pensait qu'il y avait certainement des situations, comme on dit, une guerre de basse intensité. On pensait que ce n'était pas une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Aujourd'hui, je crois que les risques se sont élevés. On a l'impression que ça risque de devenir en fait une instabilité de haute d'intensité, que ça peut être... Ça peut monter en intensité. Je crois que le contexte a changé et les niveaux de responsabilité aussi changent et aussi l'approche change. Un accord cadre, c'est un accord général, global, qui en fait crée les conditions d'action multipliées et de perspectives d'arrangement qui vont aller pratiquement dans le détail après. On voit là pour le problème globalement
Et c'est globalement qu'on crée aussi des possibilités de détail par détail et je crois que des perspectives en fait de structuration dans le long durée qui devraient être encouragées. Professeur Kalele, vous avez tout à l'heure égrené, vous avez commencé à égrener les 6 exigences faites à la République démocratique du Congo. Je voudrais qu'on revienne là-dessus et constater que pour pousser les Congolais à faire ce qui est dévolu normalement à un État, il faut que 8 États se réunissent sous la bannière des Nations Unies. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, finalement, le pays n'a-t-il pas perdu toute sa souveraineté? Oui, c'est ça qui nous fait craindre. Le professeur Biyoya dit que le contexte a changé et les acteurs ont une autre façon de voir les choses. Et je dis ce sont les mêmes acteurs. Il y a eu les rapports des experts de l'ONU qui est passé par là. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'information sur ce qui se passe dans la région, ils l'ont. De façon même plus détaillée que nous. La MONUSCO est là-bas, avec son quartier général de l'Est, qui a été déplacé de Kisangani à Goma. Oui. Nous avons sur place un consulat américain là-bas. Nous avons sur place des troupes américaines d'élite. Nous avons beaucoup d'ONG et... Plus de 150, m'a-t-on dit. Oui, mais nous avons les forces de la MONUSCO. On dit que c'est la force la plus importante partout au monde. 17 000 hommes, dont le gros se trouve de l'autre côté. Donc, ils n'ignoraient pas ce qui se passait. À plusieurs reprises, des délégués de la MONUSCO venant de Washington ont sillonné la région, ont décrié les violations, les viols de femmes, les violations de droits de l'homme, etc., etc. Donc, l'information, on l'avait. Et nous restons, pour ces raisons-là, assez sceptiques. La MONUSCO est là, ça fait plus de 10 ans. Elle est venue aussi pour instaurer la paix. Et la stabilité. Hein. Et la stabilité. Je serais tenté de dire, comme le professeur Ilunga Kabongo, que le professeur Biyoya connaît très bien, plus il y a des ingénieurs agronomes sortis de l'université, plus les populations meurent de faim. Plus il y a des ingénieurs en champs et chaussées, plus nous avons des routes détériorées. Plus nous avons des médecins, nous formons des médecins, plus le taux de mortalité augmente. Oui. Donc, ici, c'est paradoxal. Plus il y a des conférences et des résolutions pour la paix à l'Est, plus la paix s'éloigne. Et il faut quand même qu'on explique ce paradoxe. Mais professeur, c'est parce que y a ce paradoxe que l'on a couché des exigences que la République doit respecter. On a même mis comme une sorte de garde-fou où l'on retrouve le Rwanda, l'Ouganda, la RDC et l'ONU pour suivre l'exécution de ces exigences. Tout à fait d'accord. Je dis il y en a 6. Mais lorsque vous analysez en détail, c'est des exigences qui relèvent des obligations tout à fait classiques d'un État. D'un État normal. Oui, qui se retrouve déjà dans la Constitution. Article 1 et article 2. Et qui ont été aussi reprises à Sun City. Ce sont les mêmes, mais on ne les a pas appliquées. L'extérieur les a fait violer, le pouvoir de Kinshasa à l'intérieur les a fait violer et continue à les faire violer. Et lorsque également vous prenez la dernière exigence, 6, qui parle de l'obligation pour le gouvernement
Congolais de protéger la citoyenneté pour chaque Congolais et de faire appliquer la tolérance. La tolérance et la démocratie. Mais vous avez déjà ça dans l'accord de Goma, article 10, 11 et même 12. Mais le problème là-bas est posé pour une catégorie des gens à nationalité douteuse. C'est posé pour les Rwandais que l'on voudrait que nous reconnaissions comme Congolais, à qui nous accordions les mêmes prérogatives, la nationalité congolaise. Quand on dit c'était déjà fait. Mais non, ça revient dans les exigences. Et le dernier épisode en date, c'est le fameux accord du 23 mars dont vous êtes en train de discuter là-bas. Donc je dis, en somme, il n'y a rien de nouveau. La souveraineté du Congo, bon, il y a eu défaillance. Maintenant, est-ce que c'est un problème de défaillance par incompétence, par distraction, par complicité? Quand vous avez le problème de l'armée, j'en parle aussi. Oui, il faut réformer l'armée et les services de sécurité particulièrement. Oui, mais d'accord. Mais ici, notre armée, est-ce que c'est un problème de faiblesse? Non, c'est un problème de trahison. Et ceux qui la trahissent sont connus, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et c'est aux mêmes gens qu'on dit former une armée républicaine forte. Je reste sceptique. Alors, le prof Kalele est sceptique, le professeur Philippe Biyoya, on était lancé sur l'interprétation géostratégique de la question. Là, je voudrais que vous nous disiez 8 autres États qui viennent régler des problèmes relevant strictement des prérogatives normales, le prof Kalele l'a dit, d'un État. Est-ce que finalement, lorsqu'on recommande aux voisins de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures, ce n'est pas une contradiction de la part de l'ONU? Non, je pense qu'il faudrait que nous restions dans l'approche. Retenons-nous quand même de nos peurs, qui sont peut-être légitimes. Et nos scepticismes. Oui, je préfère m'arrêter aux peurs qui sont peut-être légitimes. Et cherchons à comprendre la démarche qui est faite. La démarche, c'est quoi? C'est que c'est pas tellement... La RDC, c'est le pays le plus important géographiquement de l'Afrique centrale. Ce que la RDC peut devenir de par sa faiblesse a des chances d'affecter négativement la vie en fait de 11 pays, de 11 États. C'est d'abord ça que vous devez savoir. C'est que nous avons une responsabilité parce qu'il faudrait que, aussi bien du point de vue de ceux qui gèrent le pouvoir que de ceux qui sont dans l'opinion, que nous nous mettons du côté de l'essence de responsabilité, de l'interpellation que la géographie africaine nous fait. Parce que si aujourd'hui il y a problème, si les Nations Unies s'occupent de la RDC, c'est parce que la RDC a cessé de s'occuper d'elle-même. Donc ne commençons pas par chercher à savoir pourquoi on s'occupe de nous. Parce que les autres, au moins, ils positivent en fait l'existence de la RDC. Ils estiment que si ce pays demeure dans la faiblesse, si ce pays demeure inorganisé, si ce pays devient en fait le maillon faible, pour employer l'expression de Sarkozy, c'est que la région sera dans le trouble. Parce que du point de vue démographique, nous sommes le pays le plus important. S'il n'y a pas de travail en RDC, s'il n'y a pas de sécurité en RDC à l'interne, les Congolais, ils vont en fait insécuriser d'autres pays. Et s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement ici, quelles que soient les ressources que les autres peuvent avoir, mais nous sommes en fait dans de telles interdépendances que l'insécurité de Kinshasa peut provoquer l'insécurité en Angola, peut provoquer l'insécurité à Brazzaville, en Centrafrique, ainsi de suite, et vice-versa. Alors quand on se met de ce point de vue, qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'on dit ce que la RDC doit faire, parce que la RDC est effectivement malade, ne donnons pas l'impression que nous sommes un pays normal, un pays bien. Parce que si nous étions un pays bien, vous dites qu'il faut qu'on s'ingère dans l'enfermement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo a un domaine dans lequel l'étranger est absent? Le Congo, c'est un espace d'ingérence, parce que le Congo a cessé d'être une nation pivot, c'est-à-dire un espace géopolitique qui peut en fait être conquis pour vous donner la puissance. Le Congo est devenu en fait le lieu de l'impuissance de l'Afrique, parce qu'il y a des présences militaires dans des forces armées étrangères en RDC.
que la RDC ne sait pas en fait sortir et que les autres ne peuvent pas sortir eux-mêmes. Et la RDC est employée à faire, même pas de la police, à mener des guerres sur son propre territoire. Nous avons perdu la possibilité d'être en fait le pilote d'une action parce que nous sommes devenus un espace sur lequel se déroule en fait le sort des autres États. On fait des guerres. Les guerres de l'Angola se sont faites sur notre territoire. Les guerres de l'Ouganda se font sur notre territoire. Les guerres du Rwanda se font sur notre territoire. Les guerres du Burundi se font sur notre territoire. Ça, c'est la première réalité. Les guerres de l'Angola, c'est sur notre territoire. Mais c'est ce que j'ai dit. Toutes ces guerres-là, les guerres du Soudan, ainsi de suite, oui. ces guerres se sont faites et sont encore en train de se faire. Nous sommes devenus un espace. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas de tête. Donc même le principe de poser, le principe de l'armée devient très difficile. Il n'y a que dans l'histoire, je crois, depuis le 15e siècle, il n'y a que l'Italie qui a connu cette situation. Parce que l'Italie a été en fait le lieu des ingérences des Espagnols et des Suisses pendant très longtemps, et parce que l'Italie était au moins partitionnée, divisée en 4. Et un autre pays qui a peut-être subi ce sort que nous subissons aujourd'hui, c'est la Pologne. La Pologne était coincée entre la Russie et l'Allemagne, et la Pologne avait fini par disparaître complètement. Donc, je ne sais pas si, en restant dans notre pessimisme, parce que nous n'avons pas de proposition, nous-mêmes les Congolais, et nous estimons que nous sommes dans l'état normal. Les autres nous perçoivent malades, très atteints d'une maladie. Incapables de faire quoi que ce soit. Alors, cherchons à comprendre les services que les autres veulent nous rendre. Parce que ce n'est pas qu'on fait de l'ingérence, on veut nous aider en fait à guérir des ingérences dont nous sommes... Donc l'ingérence, c'est le mal dont nous souffrons. Nous souffrons du mal d'ingérence parce que nous ne savons pas contenir les ingérences. Nous aspirons, quand nous avons des présences militaires étrangères qui insécurisent les autres, c'est que nous obligeons l'autre à faire des représailles sur notre propre territoire. Quand nous avons des ressources immenses qui attirent le convoitisme de tout le monde parce que tout le monde en a besoin, et que nous ne savons pas nous protéger, que nous ne savons même pas en fait mettre en valeur. Mais vous allez demander aux autres qui ont offert de ces ressources de s'abstenir, d'adhérer à la religion congolaise qui est la religion de la négligence. Non, les autres n'adhèrent pas à cette religion. Alors, nous sommes dans des situations telles que, au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne nous en sortirons pas seuls. Et j'ai dit ici que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'Ouganda, la RDC et le Rwanda ne sont pas dans cette équation de résolution de la crise comme en fait des innocents, mais ce sont des responsables. Mais je crois que je vais répéter ça. Du point de vue des analystes de politique internationale, on se pose des questions si en fait les gouvernances du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC sont en fait au fait de problèmes de sécurité et de géopolitique qui se posent. Et si dans l'hypothèse où ce seraient eux qui seraient les responsables de l'instabilité, tu vois, ils deviennent aujourd'hui, Museveni, Kagame, Kabila, sont partis du problème à résoudre. Alors c'est à ce moment-là que ça devient intéressant pour que chacun d'eux, aujourd'hui le Rwanda ne viendrait pas pour indexer Kabila, parce que généralement au Rwanda on a pris l'habitude de dire non c'est la RDC qui nous pose problème, c'est Kabila. Mais aujourd'hui Kabila, eh bien, il doit sourire un peu. Pourquoi? Parce que les autres ont dit non. Si c'était vraiment seulement Kabila là, on n'aurait pas eu ça. Alors, est-ce que la seule solution d'aider Kabila à gérer son pays, c'est de lui créer des rébellions qui, en fait, lui mettent dans des situations difficiles, en fait, d'opérer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de partager un destin commun? De considérer, alors, c'est dans ce sens-là, qu'aujourd'hui, même, vous voyez que l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont concernés, comme le Congo-Brazzaville, comme en fait la Centrafrique. Et tous ces pays, hormis l'Afrique du Sud et la Tanzanie, hormis l'Afrique du Sid, sont déjà dans ce qu'on appelle la conférence de la région de Grand Lac, ce qu'on appelle le pays du champ. Et tous ces pays du champ, le Congo est allé à la surgir. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème à RDC. Et tout le monde vient voir qu'est-ce que l'on... Hier, c'était qu'est-ce qu'on allait faire de la RDC. Aujourd'hui, au moins, les médecins, tous les médecins, avec tous les collaborateurs, ont dit la RDC est à l'agonie, il faut les ranimer. Il faut que la RDC vive. Parce que hier, quand on a fait la conférence internationale de la région de Grand Lac, la RDC, on ne savait pas s'il vivrait ou s'il ne vivrait pas. Hein? On le laissait dans le coma. Eh bien, on préférait s'assurer que ceux qui l'environnent peuvent être guéris de son cancer. Mais aujourd'hui, en fait, on veut faire un miracle pour que la RDC vive. Alors, je crois qu'il faut positiver la démarche. Et tout ce qu'on demande à la RDC de faire, ce n'est pas sans contrepartie pour les autres. Mais je crois que c'est dans la manière de traiter le problème. L'Angola fait valoir, en fait, ce qu'on appelle la profondeur stratégique. L'Angola est un pays frontalier avec la RDC, c'est le pays qui a la plus longue frontière. Et que
la frontière de la RDC avec l'Angola ne commence pas en fait au Bas-Congo ou au Bandundu. Elle commence aussi à l'est de la République. Parce que si on affaiblit la RDC, si on partitionne la RDC, mais l'Angola, quel était le plus grand problème de la rébellion? Quelle était la géographie de la rébellion en Angola? C'était le nord et le sud. Oui. Mais est-ce que vous pensez que cette configuration a fini? Ça va finir. C'est que si on partitionne ici, on va partitionner. C'est pourquoi il ne faut pas aller vite dans il ne faut pas soupçonner, il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut s'habituer en fait à la gestion géopolitique. Hein, alors, professeur Kalele, je vous accorderai, je vais vous laisser vous étendre comme le prof l'a fait tout à l'heure. Votre scepticisme, le prof Bioya voudrait que vous puissiez le tempérer et considérer que les autres ne viennent pas nous noyer, ils viennent plutôt nous relever d'une situation difficile, d'une passe difficile. Et ce scepticisme, vous le dirigez contre qui? Contre l'extérieur ou contre l'intérieur? Les deux. Nous avons notre responsabilité, ils ont la leur. Mon scepticisme, c'est un euphémisme. Ça signifie en somme une analyse critique. Et la critique, c'est une méthode scientifique. Je ne veux pas non plus tomber dans un optimisme béat. J'ai affaire à des acteurs politiques qui ont des calculs et des intérêts. Les acteurs que vous connaissez d'ailleurs. Oui. L'extérieur a ses calculs, ses intérêts. Le désordre à l'Est a permis aux gens de piller les richesses du Congo sans contrepartie pour le Congo. Il a été bénéfique pour eux et ils l'ont sciemment entretenu. Sciemment. Ces gens-là ne fabriquent pas des armes, ils les achètent. Et ils les achètent auprès de qui? Je veux bien qu'on nous dise qu'on vient nous sauver, mais il est aussi important de lire les déclarations du sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Johnny Carson. Johnny Carson, devant un titan américain qui fournit les idées principalement au Parti démocrate. Le booking. Il dit, lui, qu'il faut appliquer à la RDC un schéma subtil pour mettre fin à la crise. Qu'est-ce qu'il propose comme recette? La même recette qui a été appliquée au Soudan, à la Yougoslavie. Puisqu'il y avait des désordres là-bas, et que leur thèse est que quand un pays est trop vaste dans le tiers-monde, on ne parvient pas à le gérer. Il faut le couper en petits morceaux. La recette a réussi en Yougoslavie. On est passé de la Yougoslavie à 3 petits États. Je crois 5 plutôt. 5 oui. Petits États. Monténégro, Macédoine, Croatie. Il y en a 5. Kosovo. Il y en a 5. Il y en a 5. Le Soudan a subi le même sort. Avec le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud. C'est le même processus. Et ce que nous sommes en train de vivre ici, le problème du Kivu, ça fait très longtemps qu'on mise sur l'état du volcan. Ça se trouve dans le mémoire de licence de Museveni. Depuis l'empire Imatutsi, c'est une idée très vieille. La réalité sur le terrain, on est en train, petit à petit, de cheminer vers la partition du pays. On dit les drones vont venir surveiller les frontières, mais les Rwandais sont déjà à l'intérieur.
jusqu'à Kinshasa, dans les institutions. Ces drones-là ne les voient pas. Est-ce qu'il faut encore rentrer au Rwanda pour revenir rentrer? Non. Et la situation qui est là-bas, si nous ne faisons pas très attention, on oublie, on va perdre de vue la situation du Katanga. On sait qu'au Katanga, on a écrit officiellement à l'ONU pour demander l'autonomie. On sait que le discours de Kyungu Kumwaza depuis longtemps est un discours séparatiste. Oui. On sait qu'il y a eu des pétitions qui ont circulé. On ne lui a rien fait. On sait que l'autre Kyungu, Katakata, Gideon, était à la Kassapa. Ils connaissent très bien ça parce que la Kassapa, c'est voisin de l'université de Lubumbashi. Il s'est évadé, entre guillemets. Aucun effort n'a été fait pour le poursuivre et le prendre. Il a eu le temps de s'organiser, il revient et appuyé par un autre mouvement, les Katakatanga. C'est aussi dans la logique de la partition. Et on laisse faire cela. Maintenant, nous apprenons que au Kasaï occidental, territoire de Kazumba, les chefs coutumiers décident de faire la guerre à des non-autochtones. Donc, il ne faut pas prendre ça comme des cas isolés. La recette tout se recoupe, de la Yougoslavie, la recette du Soudan et même l'affaire Éthiopie-Érythrée, nous devrions pouvoir les comptabiliser pour prendre des précautions. Je ne crois pas que les puissances aient intérêt, et même d'autres pays africains, à avoir un Congo fort. Leur intérêt consisterait à avoir un Congo faible où chacun peut venir se servir. Chacun peut venir, parce qu'on a un problème de gouvernance dans ce cas-là. Oui, le problème, nous disons, il y a un problème sérieux de gouvernance, de leadership. C'est celui-là qu'il faudrait résoudre. Le problème de l'armée, vous parlez d'une armée forte, mais vous allez parler d'une armée forte avec un manque de leadership. Le problème, il faut le résoudre au niveau politique, pas laisser ceux qui affaiblissent le Congo sciemment en place pour faire venir toutes les troupes du monde entier. Les troupes qui viennent là. D'abord, à partir de quel moment on a parlé des troupes neutres? C'est après la chute de Bunagana. C'est après la chute de Bunagana que le M23 va dire maintenant nous pouvons négocier avec Kinshasa. On fait appel à des troupes étrangères, les fameuses troupes neutres. La force internationale neutre. Oui, mais cette force internationale neutre, on a accepté le principe, mais il n'y a pas encore de précisions sur le financement, sur la date. À défaut d'être financées, elles vont se servir. Comme on fait les autres. Le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola. Le Rwanda, l'Ouganda, ils continuent à le faire. Oui. Lorsque vous pillez tous, comme les Belges disent, on ne parle pas la bouche trop pleine. Lorsqu'ils vont aussi goûter au pillage, ils ne vont plus critiquer le Rwanda, l'Ouganda, ils vont manger ensemble. Et on ne nous dit pas quel est le timing. Elles vont rester ici combien de temps? La MONUSCO est venue ici, on en a déjà parlé, nous sommes déjà à la 11e année. 12e. Mais elle n'a pas l'impression de vouloir partir. Voilà. Alors, professeur... C'est cela qu'il faut mettre dans la balance. Ok. Alors, professeur Philippe Biyoya, le prof a abordé beaucoup de questions dans son intervention. Maintenant, professeur, le prof voit dans ce qui se passe dans cet accord cadre et tout ce qui s'ensuit, la mise en œuvre de ces plans de balkanisation de la République démocratique du Congo, et c'est ce qui justifie son scepticisme. Non, je crois que, d'abord, si on veut balkaniser la Russie, on n'a pas besoin d'un accord cadre. Un accord cadre, c'est quoi? Un accord cadre, c'est en fait un dispositif qui permet de régler un problème. Il n'y a encore rien de décidé.
C'est pourquoi on appelle ça un accord cadre. Parce qu'on n'a pas en fait une solution. On estime qu'il faut un schéma. Et c'est à travers ce schéma. Et ce schéma ne peut s'appliquer que si on s'en approprie. Et je pense, ne donnez pas l'impression que la RDC vraiment n'a plus de destin. Et que les Congolais, vous ne voulez absolument rien que de vous contenter. Même vous avez dit tout à l'heure que le pays n'existe pas. De vous contenter. Non, ça n'existe pas comme puissance, comme force. Oui. Mais c'est un espace, la géographie est là. Et je suis en train de craindre qu'en fait, nous plaisions effectivement à nous contenter en fait de devenir des botanistes ou de devenir en fait des gens qui cultivent les fleurs pour les présenter aux autres, pour que les autres voient que nous sommes dans un paradis qu'on vient contempler. Nous sommes une nation, la nation se gère. La nation fait preuve de la volonté d'existence, volonté de puissance. Et c'est ça le principe même en fait de gouvernance ou de gouvernement. Ce n'est pas en fait aux autres de nous dire ce que nous devons être. C'est déjà un problème que déjà les autres s'occupent de nous. Parce que nous avons fait des élections ici. Le professeur Kalele est politicien, il a un parti politique. Vous dites que quelqu'un est allé parler devant un think tank qui donne des idées à un parti politique. Mais est-ce que les partis politiques ici cherchent des idées? Au lieu de faire des commentaires, cherchons des idées. Et je crois qu'on nous donne l'occasion de chercher des idées. Ne faisons pas d'un débat interne. Le problème se trouve international. Nous sommes confrontés avec un problème des relations avec les autres. Nous sommes devenus un problème, non pas pour nous-mêmes, pour le monde. Si on s'occupe de nous, parce que le Congo est devenu un problème pour le monde. Le monde estime que le Congo est un segment important du monde. Et que si les Congolais n'ont pas conscience de ce que le Congo est un segment important pour le monde, la géographie, la terre a été donnée à tout le monde. Alors si les Congolais estiment qu'ils n'ont pas le sens de responsabilité, c'est Dieu qui a créé la terre, ce n'est pas les Congolais qui ont créé le Congo. Eh bien, ils s'en occuperont. En fait, c'est ça que je voudrais qu'on sache. La Yougoslavie. Mais la Yougoslavie, est-ce que vous savez comment la Yougoslavie est née? La Yougoslavie, c'était une fédération, elle n'existait pas, la Yougoslavie. C'est après la Première Guerre mondiale que la Yougoslavie a été créée. C'était un assemblage des nationalités et des nations. C'était un État multinational. C'était un État par, en fait, sa constitution était en fait fragile. La Yougoslavie a tenu tant qu'il y avait un leadership. Il y avait le maréchal Tito. Qui a fédéré ces gens-là. Mais sinon, c'était en fait une mosaïque qui était appelée en fait à disparaître. Vous parlez du Soudan, mais au Soudan, il y avait une fracture réelle. Il y avait des Arabes d'un côté, et il y avait des Bantous de l'autre côté, et qu'il y avait une incompatibilité de fait. Vous parlez de l'Érythrée avec l'Éthiopie, mais l'Éthiopie, c'est un pays multinational aussi. Et le problème de l'Érythrée, c'était un problème d'irrédentisme. C'est-à-dire, c'est un problème qui existe. Ce n'est pas un problème. Ici, au Congo, en fait, si le Congo est partitionné, c'est parce que les Congolais, en fait, auront fait preuve d'incapacité à gouverner un espace homogène qui n'a pas dépassé en fait de séparatisme. Il n'y a aucun peuple congolais qui peut revendiquer aujourd'hui en fait une identité nationalité. Il n'y en a aucun. Dites-moi quel est le peuple congolais? Les Katangais, ça existe où? Un peuple Katangais historiquement il signifie quoi? Parce que les Bayéké, les Msiri qui est en fait les grands, qui peut être la grande personnalité du Katanga, Msiri en fait est d'origine étrangère. Msiri est venu de la Tanzanie, les Bayéké sont venus de la Tanzanie. On ne va pas créer les Katanga à partir des Bayéké. Vous voyez? Je crois que le Rwanda ne peut pas avoir de prétention parce que les Rwandais sont en Angola. Les Rwandais ils sont au Zimbabwe. Les Rwandais sont même en Afrique du Sud, ils sont en Namibie. Alors si on veut recréer l'Empire Rwanda. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas à partir de quoi, même le professeur, les gens du centre, les Balouba, les Basongue, je crois que s'ils posent le problème de l'irrédentisme, alors c'est que nous allons les renvoyer où ça? Soit au Kenya, soit au Zimbabwe, d'où ils sont venus. Parce qu'ils ne sont pas... Alors où est-ce qu'ils vont aller revendiquer et créer une nation? Ce n'est pas à Kananga qu'ils vont les retrouver là-bas. Donc je pense que nous devons taire nos craintes et comprendre que si, quand les Blancs, à la fin du maréchal Mobutu, quand il a été question des projets de balkanisation du pays, je crois RFI l'a dit. On a dit que si le Congo de Mobutu continue comme ça, on le divisera en trois. Une partie serait prise par les Américains, une partie par les Belges, une partie par les Français. On l'avait dit officiellement. Ce n'est pas à partir de Museveni et de Kagame que la communauté internationale ne va pas venir ici pour donner un territoire à Kagame et à Museveni. Je crois que c'est ça. Donc, mesurons nos peurs. Si nous avons des raisons de nous méfier des Ougandais et des Rwandais, nous ne devons pas avoir en fait des raisons de nous méfier du monde entier pour que nous pensions que le monde nous en veut. Et on nous en voudrait pourquoi? Parce que ce qu'on nous demande c'est quoi? On ne veut pas venir nous chasser parce qu'on peut nous chasser du territoire.
Mais on nous cherche des problèmes, nous mettons parce que nous deviendrons des problèmes. Aucun pays ne voudrait nous recevoir. Pourquoi le Congo, l'Angola, qui ont du pétrole, ne font pas l'objet de plans de balkanisation? Je crois qu'il y a recadrons les choses très bien. Ok. Alors, je vous donne aussi une raison, parce que vous avez parlé ici de la Yougoslavie. Vous savez pourquoi il y a Kosovo? Pourquoi est-ce qu'il y avait un problème? Les Occidentaux, en ancienne Yougoslavie, ils étaient en train de lutter contre les Serbes. Parce qu'ils craignaient de donner de l'autonomie aux Serbes qui risquaient de refaire ce que Hitler a fait, ce que les Allemands ont fait. Donc, la puissance avait identifié au moins, en fait, une population ou des gens et un leadership qui pouvaient recréer des conditions de guerre en Europe. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour peu que nous ayons à dire des choses dans la communauté internationale, c'est de montrer que Museveni et Kagame, si on leur donnait un territoire, mais ils vont diviser toute l'Afrique. Et c'est de l'Ouganda et du Rwanda que la communauté internationale devrait en fait se mettre en garde, qu'est de la RDC. Alors moi je comprends pas les Congolais, on ne sait pas quand est-ce que les Congolais parlent de leur pays. Donc je crois qu'il y a ici là, les acteurs politiques, vous êtes à l'interne. Ici il s'agit des acteurs géopolitiques, c'est-à-dire des gens qui agissent des responsabilités, qui voient en fait des choses de longue durée, qui sont dans les macros. Parce qu'il est plus facile de faire preuve de négligence à l'intérieur, mais on ne permettrait à personne en fait d'être négligent sur le plan international, parce que là, quand il y a crise, ça risque d'être fatal pour tout le monde. Fatal pour tout le monde, professeur Kalele, on va finir avec vous, on avait commencé avec vous, on va finir avec vous en 2 minutes, mais faites un signe. Professeur Kalele, vos craintes, il faut les relativiser, et vos craintes, il ne faut pas avoir peur de tout le monde entier n'est pas contre la République démocratique du Congo. Il n'est pas contre les Congolais, parce que j'ai l'impression que nous pensons qu'on est contre les Congolais. Ok. Non. Je dis qu'un scientifique doit être critique, un politique encore davantage. Pas de crainte d'une femme ou d'un enfant, c'est sur base des faits. Ils ne sont pas émotionnels. Hein? Non. Regardez, on ne va pas revenir sur tout ce que Bioya a raconté ici. Tous nos pays ici, c'est mosaïque de tribus. On nous a mis ensemble avec la colonisation. L'Allemagne, qu'est-ce que Bismarck disait? Quelle était sa thèse? L'unité allemande par le fer et le sang. À un moment donné dans l'histoire, il y a eu des leaders qui ont fédéré les différents groupes, les différentes tribus, les différents éclats et ethnies. Donc ce n'est pas un problème inventé. Il existe. En 60, nous avons assisté pour affaiblir Lumumba. On a détaché le Katanga, on a détaché le Sud Kasaï. Et Lumumba parle déjà de balkanisation à l'époque. Oui. Mobutu aussi en parle. Même Kabila ici, des complots visant sa balkanisation. Absolument. C'est un problème réel. Ce n'est pas une fiction. Pour atterrir, parce que c'est 2 minutes, je crois, le processus auquel nous assistons ici maintenant, c'est d'abord cet accord cadre là-bas, ressemble plus à une armistice qu'à un accord. Vous êtes vaincu, on vous impose des choses que vous devez exécuter. Il ressemble aussi à une mise sous tutelle. Et si on ne fait pas très attention, comme ils disent que c'est difficile de gérer des États mastodontes, ils vont procéder au dépeçage. Au dépeçage. Et le dépeçage, ça signifie quoi? Les petits États sont faibles. Chez eux, là, ils prennent une autre trajectoire. La tendance est pour devenir plus fort, il faut fédérer les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, et ils ont combattu très sérieusement ici l'Union africaine. Mais tout cela étant, je ne vois pas qu'on me demande, ce n'est pas une religion ici, ce ne sont pas dans une chapelle. On me dit les blancs nous veulent du bien, après tout cela, et qu'allez les dites Amen. Je ne dirai pas Amen. Nous nous connaissons très bien.
et les intentions. Voilà, merci. La mise sur tutelle et la balkanisation en marche. Voilà. C'est leur plan. Merci, amis téléspectateurs. Comme vous avez pu le constater, le professeur Kalele a maintenu son scepticisme malgré l'appel lancé par le prof Bioya pour démontrer que cette prise en charge de la communauté internationale ne vise pas la disparition de la RDC, mais plutôt aider le pays qui est dans l'agonie à pouvoir se relever. Ces deux points de vue, pas toujours très diamétralement opposés, mais qui se rencontrent quelque part, voudraient que les Congolais se réveillent et comprennent que les enjeux qui se jouent en ce moment les concernent au plus haut point et en prendre conscience, c'est déjà aller vers la bonne direction. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.